Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de notre nouvelle gossure. Coucou, je m'appelle Elodia et je suis interprète en langue des signes française, français. Partons à la découverte de son univers pour en savoir un peu plus. Elodia interprète dans divers domaines. Vous l'avez peut-être déjà vu en manifestation, dans les médias pour des collectifs militants, dans les milieux culturels lors de visites guidées, des événements et des documentaires, ou bien en collaboration avec son partner in crime, RMC, pour du contenu éducatif et militant, mais également en chant signé, lors de ses concerts ou des covers, mais aussi pour d'autres artistes, notamment au célèbre hip-hop symphonique. Et plus récemment, pour une campagne de pub d'une célèbre marque de jeans. Alors pour en savoir plus sur son parcours de vie, on a parlé de comment elle est devenue interprète en LSF, du système scolaire, la légitimité face au diplôme, l'importance des activités extrascolaires dans sa construction, mais aussi de son regard sur son parcours et l'évolution du métier d'interprète en LSF. Et tout ça, c'est dans l'épisode de vie d'Elodia. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as interprété? C'était à la maison quand j'étais toute petite. Ça devait être une information que je voulais transmettre à mes parents ou que mes parents n'avaient pas forcément saisi. Je me souviens juste de la table du salon, de la télé qui était positionnée et de moi qui suis passée, qui me suis mise à côté de la télé pour juste que mes parents ils voient la télé en même temps parce que j'étais en train de leur faire des signes pour dire ce qui était dit à la télé, mais c'est tout. Parce que pour remettre dans le contexte, du coup, tu interprétais pour tes parents et Ouais. c'est ta langue maternelle. Oui, c'est vrai, parce que du coup, on n'explique rien. Ouais, donc en fait, la langue des signes française, c'est la langue que m'ont transmise mes parents. Donc moi, je suis l'aînée de trois enfants. Donc quand j'arrive au monde dans une famille de personnes sourdes qui s'expriment en langue des signes au quotidien. Donc du coup, c'est la langue qu'on m'a transmise dès la naissance. J'ai appris à parler français quand je suis rentrée à l'école, vraiment. Après, autour de moi, il y avait des personnes qui parlaient français, ma grand-mère, etc. C'était la langue d'autres gens. C'était la langue du dehors, comme on pourrait dire. Je faisais office d'interprète quand j'étais gamine. Il faut savoir quand même que tous les enfants de parents sourds sont pas forcément soumis à la même chose, hein. Il y a des parents sourds qui refusent absolument que leurs enfants traduisent quoi que ce soit. Mais de la même manière, en fait, que, je sais pas moi, mes voisins, c'était une famille de Marocains. Les parents étaient immigrés, ils parlaient pas très bien français. Bah, pareil, c'était les filles qui étaient scolarisées, qui parfois prenaient les communications, qui interprétaient pour leurs parents, qui traduisaient certains documents quand c'était nécessaire. Bah, moi, j'avais la même chose à la maison. C'est juste que c'était une autre langue, quoi. À quel moment tu t'es dit que potentiellement, ça pouvait devenir ton métier? Parce que, comme tu me l'expliquais, il y a eu un moment où tu as une phase de rejet quelque part. Ah ouais. Je m'en souviens fort de cette phase de rejet. Ouais, pendant un moment, j'en pouvais plus. C'est sûr qu'il y a eu quelques années où vraiment la culture, la communauté sourde, les signants, la langue des signes, tout me sortait par les yeux. Parce que je pense que j'avais du mal à trouver ma place. J'étais pas assez entendante, j'étais pas assez sourde. Ouais, ça devenait hyper compliqué de vivre dans ce truc-là. Et puis, bah, les relations avec ma mère, notamment, elles étaient très complexes à l'époque. Donc, il y a un moment donné où j'ai tout quitté et je me suis dit, allez, je décroche. Je décroche totalement. Je pense que ça a duré 1 ou 2 ans. Et finalement, à 18 ans, il y a une amie de ma mère qui m'a contactée en me disant, on a un centre de formation à la langue des signes, j'ai un service d'interprétation, j'ai absolument besoin que tu viennes nous back-up. Le truc, c'est que moi, je suis tombée enceinte à 18 ans. Donc, c'était un bébé surprise sous pilule. J'ai décidé de garder. Et en fait, j'avais fait 70 lettres de motivation, entretien téléphonique, tout confondu pour essayer de trouver un job. Et comme j'étais enceinte, et ben en fait, ça passait pas. Et je venais de me faire virer de mon travail parce que j'étais enceinte, justement. Et quand elle m'a offert cette opportunité, je me suis dit, vas-y, j'ai pas le choix de toute façon. Là, j'ai trop besoin d'argent, j'ai trop besoin de m'en sortir. Et c'est comme ça que je suis retournée, en fait, dans la communauté sourde. C'est à travers elle. Et ce job-là. Je suis devenue du jour au lendemain interprète en langue des signes comme ça. J'y connaissais rien. Enfin, je savais pas comment le faire de manière professionnelle. C'est-à-dire que oui, je le faisais pour mon entourage, pour ma famille, etc. Mais je le faisais pas de manière professionnelle. Donc au départ, j'étais très ok, c'était un travail, mais pour moi, il y avait d'autres enjeux. C'était pas du tout la même chose. C'était propulsé dans quelque chose où oui, on n'avait pas le droit à l'erreur. Et donc, j'ai demandé à être tutorée. J'ai demandé à travailler toujours en binôme avec quelqu'un pour être sûre que je fasse pas de bêtises, parce que ça me faisait très, très peur de faire des bêtises. Et puis, bah, finalement, j'ai appris beaucoup de choses en très, très peu de temps. Et pareil, dans le métier de formatrice en LSF, c'était pareil. Je demandais toujours à travailler en binôme. Et elle me disait, oui, mais je t'ai embauchée pour que tu sois toute seule. Je dis, oui, mais bon, comprends-moi là, j'ai que 18 ans, tu vois. Qu'est-ce que Donc, tu appréhendais? Qu'est-ce qui te faisait peur à ce point de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur? à cette époque-là, mon niveau de langue des signes, c'était un niveau de langue des signes quand on sort de chez soi.
C'était de la langue des signes qui pouvait rentrer dans tous les schémas qui rentrent dans le quotidien. Aller interpréter un rendez-vous à la CAF ou ce genre de truc, par exemple, il n'y avait pas de problème parce que c'était un contexte linguistique que je pouvais maîtriser. Par contre, aller interpréter des conférences sur un domaine très spécifique ou ce genre de truc, moi, j'avais pas du tout le signaire, donc le signaire, l'équivalent du vocabulaire donc en langue des signes. J'avais pas le signaire suffisamment enrichi pour ça. Et après, on apprend très très vite, mais c'est vrai que j'avais besoin de beaucoup de préparation. Par contre, je pense que j'ai eu conscience des enjeux assez rapidement parce que moi, j'ai constaté qu'avec mes parents, déjà au quotidien, ces enjeux-là, c'était particulier. Quand mon père me disait, il y a une interprète qui est venue au travail et j'ai pas obtenu mon augmentation ou j'ai pas obtenu le poste que je voulais ou ce genre de choses, ben, pour moi, il y avait son appréhension du travail que l'interprète faisait à ce moment-là était toujours très importante. Je savais que ça pouvait jouer, qu'ils tenaient quelque part entre leurs mains la situation et les objectifs aussi de mes parents, pour leur évolution, pour leur accessibilité, etc. Donc les enjeux communicationnels que rencontrent des personnes qui sont pour le coup minorisées au quotidien, ça c'est quelque chose par contre dont j'avais conscience quand même assez tôt. Est-ce que tu penses que c'est le fait d'avoir été, toi et ton entourage, confrontés à certaines choses qui font que, oui, tu as envie d'évoluer dans ces sphères-là et d'aider les autres? Je vois pas du tout le métier d'interprète comme un métier qui aide, tu vois. Pour le coup, je pense que le métier d'interprète, j'essaye vraiment de le visualiser comme pour assurer, en tout cas, intervenir dans une communication où il y a une barrière linguistique. J'ai pas l'impression de faire de l'assistanat, par exemple. Je sais que ça contribue à une certaine accessibilité pour les personnes sourdes, je suis d'accord avec ça. Et effectivement, il y a des personnes sourdes qui peuvent ensuite acquérir des droits à travers le fait qu'il y ait de l'interprétation en langue des signes. Donc ça, je le conscientise totalement. Je suis là pour aider des personnes à assurer leur propre expression, mais dans une autre langue, tu vois. Il y a aussi une sphère auquelle tu ne serais pas forcément attendu ou qui a pris une ampleur au-delà de tes espérances, c'était le théâtre. Oui, alors là, alors là, ouais, c'est clair. Non, c'est sûr que pareil, propulsé au front, sans que tu aies le choix. Quand j'étais gamine, quand j'étais ado, j'accompagnais mes frères et sœurs dans une asso de danse-théâtre qu'il y avait à côté de chez moi. Donc j'ai commencé à être bénévole dans cette asso pour accompagner sur la préparation des spectacles et tout. Et puis j'ai vu mon frère au théâtre pendant 1 an et je me suis dit, putain, ça a l'air cool, je vais essayer. Et puis je me suis inscrite l'année suivante. J'ai fait du théâtre pendant même pas 2 ans, je crois. Et je devais avoir 15-16 ans, un truc comme ça. Et en fait, mon prof de théâtre est tombé malade. Et en fait, je pense que j'étais une élève hyper fiable et peut-être un peu trop mature. Et je sais pas, il a dû voir en moi quelqu'un qui lui permettait d'assurer sa relève, soit momentanément ou de manière définitive. Il m'a donné les clés, il m'a dit, bon, bah voilà, je m'en vais. Et il m'a laissé une trentaine d'élèves à partir de 7 ans jusqu'à 15-16 ans à ce moment-là. Et toi, tu avais quel âge à ce moment-là? Je venais d'avoir ma fille, donc ouais, j'avais 19 ans. Et je suis devenue prof de théâtre du jour au lendemain, sans expérience aucune. Alors, ça restait une activité extrascolaire, hein, mais pour moi, c'était super important parce que moi, toutes les activités extrascolaires que j'ai pu mener, elles m'ont toujours apporté beaucoup par rapport au système scolaire. Et pour le coup, moi, le théâtre, ça m'a vraiment sauvée. Hein. Dans ma vie personnelle, ça m'a vraiment sauvée. Je pense que s'il n'y avait pas le théâtre aujourd'hui, je serais partie. Je pense que j'en serais pas du tout là où je suis aujourd'hui, ça c'est sûr. Ça t'a apporté quoi au point de vue personnel? Ça m'a permis de me sentir utile dans une certaine manière, mais pas utile forcément pour les autres, genre utile pour moi. De me dire que j'avais le droit d'être là aussi. Les activités extrascolaires t'ont apporté vraiment beaucoup d'échappatoire parce que pour toi, le système scolaire, ça a été difficile? Ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que j'avais l'impression vraiment... Bon, moi, mes parents, ils sont racisés, ils sont sourds. Donc, déjà, j'étais pas aidée dans la société dans le sens où les constructions sociales faisaient que mes parents étaient vraiment mal perçus. Donc, il y avait une certaine forme d'obligation de ne pas dépasser les limites, de toujours être bien comme il faut, d'être sage, d'avoir des bonnes notes, etc. Donc ça, c'était vraiment très, très important. Et j'ai pas eu besoin qu'on me l'explique. Je l'ai compris, je pense, toute seule, parce que mes parents n'ont jamais été sur mon dos pour l'école ou quoi. J'étais même assez débrouillarde et à la maison, je pense qu'ils se souciaient même pas de savoir si j'avais des devoirs ou ce genre de trucs. Par contre, j'étais assez perfectionniste, c'est-à-dire que à partir du moment où je suis rentrée en primaire, c'était fini, il fallait toujours que j'ai les meilleures notes, j'étais toujours dans la compétition, j'étais toujours hyper exigeante envers moi-même. Mais j'avais la sensation que ça ne suffisait pas. Et quand je suis rentrée au collège, je pense avec la conscientisation de ce truc-là,
c'est là où je pense que j'ai commencé à péter un câble par rapport au système, de me dire que je pouvais me retrouver face à des profs qui, selon la manière dont ils allaient me juger, avant même de me connaître, allaient forcément influencer leur perception de mes notes, leur perception de mon travail. Et donc ça, c'était juste insupportable à vivre, quoi. Donc il y a pas mal de profs qui ont voulu me mettre dans des voies de garage, comme beaucoup de personnes dans mon cas, hein. Et puis il y a d'autres profs qui ont été moins dans ce truc-là, mais c'était pas forcément des profs qui occupaient beaucoup de place dans mon emploi du temps. Il n'y avait pas beaucoup de profs comme ça quand même dans le système scolaire. Dans les activités extrascolaires, j'ai eu la chance de rencontrer des profs qui me laissaient prendre des responsabilités et qui me faisaient confiance. Et en plus, j'étais là parce que j'avais envie d'être là. J'étais pas là parce que j'étais obligée d'être là. Donc la danse et le théâtre, ouais, ça m'a beaucoup nourrie. Et d'ailleurs, j'ai toujours contact avec les personnes qui m'ont encadrée aujourd'hui, hein. Et du coup, tu as fait un master par rapport au théâtre, c'est ça? Non, j'ai fait un master par rapport à l'interprétation en langue des signes. D'accord. En fait, pour résumer un petit peu le chemin, ce qui s'est passé, c'est que, comme je te disais, moi, au collège, je suis arrivée, donc j'ai fait 6e, 3e. Arrivée en milieu de 4e, j'ai eu des gros problèmes familiaux qui se sont mélangés au pétage de câbles par rapport de manière générale à la manière dont on était perçu, considéré dans la société. Il y a eu plein de choses qui se sont mélangées à ce moment-là. J'en pouvais plus, donc j'ai commencé vraiment à décrocher au niveau scolaire. Je séchais les cours, je trouvais tous les moyens en fait pour aller bosser. Et j'ai commencé à bosser quand j'étais en 4e. Donc, j'avais réussi à trouver un petit salon de coiffure qui me payait en cash. Donc, au lieu d'aller au collège, en fait, j'allais dans le salon de coiffure. Tu sais, je lavais les cheveux, je faisais le ménage, tout ça. Et puis, j'ai commencé plein de petits boulots à ce moment-là. Et en fait, quand j'ai commencé à décrocher et que j'étais déscolarisée, j'ai pas assuré pour pouvoir passer le brevet. Une semaine avant le brevet, je me suis dit, vas-y, il faut quand même que j'ai ce brevet parce qu'en fait, si je l'ai pas, je risque d'être bloquée après. Je me suis activée, j'ai récupéré tous mes bouquins, j'ai tout lu et puis après, je suis allée passer le brevet, je l'ai eu de justesse. Et j'ai obtenu ça en me disant, vas-y, après, c'est tranquille et puis tu fais ce que tu veux. On m'avait dit, de toute façon, avec la note que tu t'es tapée, tu peux pas aller en général. Donc, fais un CAP coiffure. J'ai retapé ma 3e pour avoir les notes suffisantes pour ensuite aller en général. Et quand je suis allée en général, j'ai fait 3-4 mois de section anglophone, sauf que gros pépin familial, finalement, j'ai dû arrêter et j'ai entrepris mes études à distance. Donc, j'ai fait toute une partie du lycée à distance pour ensuite arriver jusqu'au bac. Et en fait, j'ai jamais pu passer mon examen. Donc, j'ai pas du tout le bac. Et quand j'ai été embauchée, du coup, on arrive très vite sur le moment où je tombe enceinte et que je commence à bosser en tant qu'interprète. Et il s'est passé plusieurs années et je me suis dit, ce serait bien que je valide quand même ce diplôme. Et puis finalement, en 2017, grâce à une validation des acquis par le parcours professionnel, j'ai pu me présenter à l'examen d'entrée du master. Puis j'ai été acceptée et puis en 2 ans, j'ai validé mon master. Et en 2019, d'un no bac, je suis passée à un bac+5. Donc j'étais super fière de moi. Tu m'étonnes. C'est trop marrant. J'ai fait exactement la même chose, donc c'est Ouais. Comme quoi, c'est tout à fait possible de le faire. Je sais pas si c'est un bon message, mais en tout cas, ouais, c'est possible de faire des choses sans avoir le bac et d'accéder à des études supérieures. C'est tout à fait possible. Exactement. Mais je pense que ça, c'est super important. En plus, c'est marrant parce que tu sais, il y a 2 voies. Tu as la VAE et tu as la VAPP. Et moi, la VAE, j'avais entrepris mes petites recherches pour savoir, sauf que dans le milieu de l'interprétation, pour la valider, il fallait absolument au moins avoir un bac+3. Quand je suis allée voir les conseillères, elles m'avaient dit, écoutez, en fait, vous avez tellement d'expérience dans plein de domaines différents qu'aujourd'hui, vous pouvez valider un bac+3 en médiation culturelle, un bac+3 dans le théâtre, un bac+3 dans la com, etc. Et du coup, je m'étais dit, cool, je sais quelle voie je peux utiliser, sauf qu'une VAE, en fait, ça demande énormément de travail avec un mémoire à rédiger, etc. Et c'est vrai que moi, je travaillais beaucoup à cette époque-là et j'avais pas du tout la possibilité de vraiment me lancer dedans. Et franchement, pour avoir fait des études à distance pendant un certain temps, je sais combien cette rigueur-là, je pouvais pas l'avoir, je pouvais pas l'assurer à ce moment-là. Et quand on m'a dit que la VAPP était possible, c'est que la VAPP, j'avais juste à justifier d'avoir bossé, en fait, en tant que, et ensuite de passer l'examen d'entrée. Et franchement, je pensais pas que j'allais être acceptée. Et quand j'ai été acceptée, mais c'était juste incroyable, quoi. Je me suis dit, waouh, ah ouais, ok, cool, trop bien. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand je dis que j'ai un bac+5, il y a un petit côté genre, ah ouais, quand même. Enfin, voilà. Alors qu'avant, non, les gens ne me regardaient pas de la même manière quand je pouvais justifier d'un master. Et je le ressens dans le regard des gens. Même au niveau professionnel, du coup? Oui, au niveau professionnel aussi. C'est sûr que ça joue. Déjà, les gens ne m'imaginent pas avoir un master. Donc, quand je dis que j'ai un master dans l'interprétation, ça rajoute un peu de cachet, ça rajoute de la confiance aussi, parce que du coup, les gens se disent « Ah, ok, elle pèse ».
Elle a un bac+5 en interprétation, donc ça va, tu vois. En 11 ans, du coup, d'expérience professionnelle dans ce domaine, quel recul tu as sur ton parcours? Je changerais mon parcours pour rien au monde. Parce que même en arrivant en master, dans mon métier, je dirais pas qu'il faut passer par là pour vraiment avoir un bon bagage. C'est juste que, en fait, c'est un peu complexe, mais dans le milieu des interprètes en langue des signes française, normalement, quand tu es novice et que tu connais rien dès le départ, donc c'est soit tu as quelques notions de langue des signes ou pas du tout. Ensuite, tu rentres dans un centre de formation à l'ESF où tu es censé faire la formation en totalité. Donc vraiment du niveau A1 au niveau B2, C1, ça dépend ce que le centre de formation propose. Et en fait, c'est un niveau que tu acquiers soit en, on va dire, à peu près en 6 mois intensifs, si tu fais tout d'un coup. Et ensuite, tu es censé avoir une immersion linguistique. Généralement, selon le niveau et la capacité d'acquisition de la langue de chacun, on estime cette immersion linguistique nécessaire entre 1 et 3 ans pour vraiment être fluente et vraiment à l'aise, quoi. Sauf que pendant un temps, ça a été ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des interprètes qui passaient par ce schéma-là, qui pendant 1 à 3 ans galéraient à trouver des structures parce que comme il n'y a pas de pays des sourds, les sourds sont dispatchés partout en France. Donc tu peux pas aller dans un pays et dire ouais, j'ai passé 3 ans là-bas. Non, en fait, il faut que tu y ailles. C'est une petite communauté, donc du coup, il faut que tu ailles chercher, il faut que tu essayes de t'insérer. C'est pas facile de rentrer dans une petite communauté. Donc, tu y vas au moyen d'associations, etc. Et donc, il faut que ce soit une pratique quotidienne pour que vraiment tu aies la langue en toi et que tu sois vraiment suffisamment à l'aise. Et après, tu peux envisager des études universitaires pour ensuite valider ton master. Les interprètes qui ont fait ce schéma-là, c'est des interprètes qui, je trouve, ont eu cette capacité à vraiment prendre en compte tous les enjeux auxquels est confrontée la communauté sourde signante. Et ça, c'est super important. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vu sur le terrain des interprètes qui n'ont pas du tout fait ce chemin-là, parce que je pense que aussi les moyens d'entrée à l'université étaient peut-être, je dirais pas moins qualitatifs, on est moins regardant aujourd'hui sur le niveau d'immersion linguistique qu'ont eu les étudiants. Et ce qui fait que tu as des gens, ils sortent de formation, ils vont directement à l'université. Ils n'ont pas ce temps d'immersion. Et quand tu n'as pas l'immersion, c'est sûr que quand tu arrives sur le terrain, après ton diplôme, bah, c'est difficile. C'est difficile pour plein de choses et ça, les clients le ressentent beaucoup. T'as pas tous ces petits trucs culturels qui font que tu vas être suffisamment à l'aise dans tous les milieux, etc. Et moi, j'avais ça parce que j'ai grandi dans la communauté signante, parce que j'ai eu mes 8 ans d'expérience avant. Et forcément, quand je suis arrivée en master, il y avait plein de trucs qui me paraissaient complètement évidents, voire même inutiles à intellectualiser, tu vois. Je regrette pas du tout d'avoir été en master parce qu'au contraire, ça m'a permis aussi d'avoir un recul sur ma pratique. Ça m'a permis d'expliquer des phénomènes que je rencontrais au quotidien, mais j'avais pas les mots pour le désigner. J'avais déjà le terrain en moi, donc j'étais beaucoup plus assise dans ma pratique professionnelle. Est-ce que le long de ces 10 ans, est-ce que tu trouves qu'il y a eu une vraie évolution? Il y a beaucoup plus de demandes? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de visibilité? Alors, en l'espace de 10 ans, faut dire aussi que quand tu n'es pas interprète diplômé, moi, j'interprétais dans des milieux un peu cachés. Les interprètes qui sont visibles, par exemple, les personnes qu'on voit à la télé, généralement, c'est des interprètes qui sont diplômés. Ce ne sont pas des interprètes non diplômés. C'est ça aussi. C'est qu'il faut dire qu'aujourd'hui, en France, qu'en fait, notre métier, il n'est pas réglementé. Tu n'as pas une instance qui va aller checker que toutes les personnes qui font de l'interprétation en langue des signes puissent se justifier d'un diplôme, tu vois. Et donc, quand il y a des zones grises dans ces milieux-là, et qu'il y a beaucoup de concurrence aussi, il faut le dire. Euh, il y a tout un climat qui n'est pas très, très sain, où justement, il est compliqué de placer chaque professionnel à sa place, avec sa déontologie, avec son code de travail, enfin son protocole métier, etc. Et c'est pas forcément évident. Par contre, en 10 ans, est-ce qu'on peut dire que je pense que l'interprétation en langue des signes est en cours de démocratisation ou de popularisation dans des espaces où ça n'était pas le cas avant. Par exemple, dans le milieu militant aujourd'hui, je vois bien les associations dans la convergence des luttes, ou les collectifs sont beaucoup plus conscients de ces besoins. Tu vois, avec les concepts aussi qui se sont démocratisés. Aujourd'hui, on parle facilement de validisme. Donc oui, forcément, c'est bénéfique d'une certaine manière pour la communauté sourde-signante de pouvoir investir des espaces où elle n'était pas du tout allée avant. Est-ce que tu penses que ce qui a changé, c'est le fait qu'aujourd'hui, notamment via les réseaux sociaux, et c'est ce que tu fais toi aussi, il y a tout un travail des concernés qui prennent la parole à ce sujet. Toi, tu fais aussi de l'éducation via ton Instagram. Est-ce que tu penses que ça tend
à forcément déconstruire et donner plus de visibilité aux personnes concernées et du coup, forcément, plus les inclure, quoi. En réalité, là où ma place, elle est particulière, c'est que je viens de la communauté signante, je suis née dedans, je suis signante. Donc, mon travail aujourd'hui, c'est vrai que je m'applique à visibiliser cette langue et cette culture. Maintenant, les personnes sourdes avec qui je travaille, ou alors que je connais, par exemple, il y a des choses sur lesquelles elles peuvent déconstruire, sur lesquelles moi, ce sont des terrains sur lesquels je ne peux pas forcément aller. Je vais pouvoir soutenir, relayer, etc. Mais je ne vais pas pouvoir aller sur ces terrains-là à la place d'eux parce que je ne suis pas concernée. Même si je suis signante et que je suis née entre ces deux mondes-là, moi, je reste entendante, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, j'ai les privilèges d'une entendante. J'ai pas tous les déboires que peuvent rencontrer les personnes sourdes dans leur quotidien. J'ai pas ce manque d'accessibilité lié au fait de ne pas entendre. Tu vois. Par contre, c'est sûr que je me dis quand on est au milieu de ces deux mondes-là, oui, je me sens responsable aussi de devoir faire la passerelle et de devoir la faire correctement. C'est-à-dire de ne pas laisser passer de bêtises, de toper quelqu'un que je vois dire une bêtise sur la communauté sourde, sur les personnes sourdes, par exemple, quand j'en vois, parce que oui, bien sûr que mon expérience personnelle, professionnelle fait qu'aujourd'hui, j'ai les connaissances nécessaires pour dire si oui ou non c'est un problème. Ce qui est hyper intéressant quand même, c'est que tu jongles entre des sphères hyper différentes, tu interprètes à vraiment des endroits et des événements hyper différents. C'est ça qui est génial dans le métier d'interprète. C'est comme si tu étais une petite souris et que tu allais observer plein de milieux qui sont fermés. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse du métier d'interprète. C'est parce que très très vite, je me suis retrouvée à un jour aller interpréter à l'hôpital, et puis le lendemain, aller interpréter un truc politique, et puis le surlendemain, aller interpréter dans un milieu dont je connaissais absolument rien. De la télé, mais pas télé-télé, mais ça pouvait être par exemple dans le marketing télé, et puis un autre dans l'aéronautique. Et du coup, je découvre plein de trucs tout le temps. Et c'est génial. Quand tu adores apprendre, c'est trop bien. Tu nous as donné la chance de te suivre sur deux événements hyper différents pour nous montrer à quel point ton métier il est hyper enrichissant et puis nous montrer un petit peu aussi ce que ça représente en charge de travail parce que mine de rien c'est énormément de travail. Ça tu nous le fais découvrir très bientôt et j'ai hâte de le partager. Grave. En fait j'ai trop envie de voir les images que tu as filmées.